Tellement heureux de vous retrouver avec une toute nouvelle édition de Pour votre information. J'espère que vous allez bien. On se met aux couleurs de l'automne. On profite des couleurs, des saveurs un peu partout sur le territoire de l'île Jésus de Laval. Et sur la table pour nous, c'est très bien garni pour cette émission avec nos invités. Parmi ceux-ci, Maxime Jobin, expert informatique, Cindy Daniel, chanteuse qui viendra nous présenter son nouveau disque, Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler de cinéma, Annie Trudel, autrice, vient nous parler de son livre sur l'UPAC qu'elle a vécu de l'intérieur. Claude Rivet viendra nous parler aussi plus tard dans l'émission du domaine de l'emploi ici sur le territoire lavallois. Mais pour commencer, notre experte fitness avec une rencontre avec Isabelle Dominique-Cros. Bonne émission. Notre experte fitness que vous pouvez suivre sur nos ondes avec 2 temps, 3 mouvements. On vous invite à aller voir sur le tvrl.ca. Je vous le réitère d'emblée, mais ça me sert bien sûr d'incitatif aussi pour vous la présenter. C'est Isabelle Dominique-Cros qui est là. Salut Isabelle. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Stress, bon stress, mauvais. Dis-moi, est-ce que tu es plus souvent dans le bon ou dans le mauvais, toi, dans ta vie de tous les jours? J'essaie toujours d'être dans le bon stress. Je trouve que du stress, quand c'est positif, quand ça nous sort de notre zone de confort, quand ça nous amène plus loin, c'est bon parce que ça nous met vraiment dans une situation où on doit réagir, où on doit se préparer, on essaie de faire mieux, de grandir. Alors, je dirais que j'ai pas peur du stress. Par contre, un stress plus négatif, c'est souvent lié à peut-être la maladie ou une situation qu'on ne contrôle pas, quelque chose d'imprévisible. Et si je te relançais la question? Et ça dépend des phases. Ça dépend des phases. Je t'avouerais, c'est vraiment, c'est comme là, regarde, au moment de faire cette entrevue-là, de faire cette chronique-là ensemble, je suis à quelques jours de faire un objectif duquel je m'entraîne depuis tellement de mois, tu le sais, puis les gens peut-être aussi qui sont des habitués, mais mon demi-marathon. Et pour moi, c'est sûr que je suis confiant parce que j'ai fait toutes les étapes requises. Je me suis entraîné de façon rigoureuse avec un entraîneur, avec un programme. Mais n'en demeure pas moins que j'ai un stress. Mais je pense que c'est un bon stress parce que je sais que j'ai tout fait pour me rendre là-bas. Là, je lâche prise littéralement. Advienne que pourra, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc ça, c'est un bon stress, par exemple. Oui, c'est un exemple d'un bon stress. Un bon stress, par exemple, c'est préparer un voyage, mais tu sais, faire la paperasse d'avance, pas attraper la COVID. Dans ton cas, c'est comme un peu une performance aussi d'un artiste qui est fin prêt, mais qui doit un peu lâcher prise parce que rendu là, tu sais, pour toi, tu sais pas si la température va être de ton côté. Tu peux t'assurer d'être bien reposé avant, tu es bien entraîné, ton mindset est là. Un artiste peut être parfaitement préparé et il peut se blesser en spectacle quand même. Mais c'est un bon stress parce que c'est excitant, tu sais, puis il y a l'adrénaline, puis ça s'en vient, mais c'est pas encore là, puis c'est précieux, tu sais, parce que c'est pas arrivé encore. Après ça, ça arrive tellement vite, puis c'est déjà après. Donc, tu fais bien, tu sais, tu fais bien de prendre ça comme stress positif parce qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Tu es préparé depuis super longtemps. Le stress négatif, c'est souvent un stress chronique, par exemple, un stress à long terme. Moi, l'exemple que je pense, c'est un employé. Tu sais, c'est pas un employé, mais un employeur qui est pas bon envers nous, qui nous respecte pas, qui veut pas nous donner les heures dont on a besoin pour survivre et payer nos factures. Un mauvais stress ou un stress chronique, ça peut être une relation toxique, quelqu'un qui est dans mon entourage, qui est dans mon espace immédiat, mon environnement, qui ne me traite pas bien. Et ça peut être une maladie qui continue d'atteindre mon système. Donc, il n'y a pas nécessairement, proprement dit, positif, négatif, mais il y a certainement, c'est préférable, le stress positif, et c'est tellement chouette quand on sait que c'est pour les bonnes raisons et qu'en plus, tu ne pars pas désarmé puis pas prêt. Si tu t'en vas dans cette aventure-là, immensément prêt. Et les symptômes, parce qu'on parle de stress, mais sur le long terme, si on n'évacue pas ce stress-là, Isabelle, puis qu'on accumule et on accumule, les symptômes ne sont pas que mentaux, peuvent devenir physiques aussi pour nous, êtres humains, puis en l'occurrence, si on ne prend pas soin de nous, là. Oui, puis c'est physique, même à court terme, parce qu'il y a
le cœur va plus vite. On est tout de suite très, très concentré. Si on pense, par exemple, au cliché de l'ours qu'on rencontre, on doit décider si on combat ou si on part en courant. Donc, le corps doit réagir rapidement. Donc, palpitations cardiaques, on a chaud, il y a l'adrénaline et là, on est en mode très, très alerte. Le système digestif ralentit complètement. À long terme, le problème avec le stress à long terme, c'est que c'est fatigant sur le corps. Donc, anxiété, dépression, il y a une lourdeur. Peu importe le stress, à long terme, c'est un peu de l'acharnement et il faut essayer de remédier, trouver des solutions pour pas que ça s'étire parce qu'on s'épuise là-dedans. Ça joue sur notre confiance. C'est très mauvais pour la santé. Ouais. C'est la raison pour laquelle on parle tant de stress dans la société parce que on veut être actif, on veut avancer, mais en même temps, on veut pas mettre en danger sa santé, on veut pas tomber en insomnie. Alors, c'est ça. Insomnie, dépression, anxiété, perte de sommeil. De confiance. Oui, exact. En une minute, les outils peut-être de gestion du stress, parce que justement, si on veut s'en sortir indemne sur le plan mental, sur le plan physique, qu'est-ce que tu suggères? Excellente question. Je pense que quand c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle, des fois, ça peut valoir la peine d'aller consulter un psychologue. Des fois, c'est juste d'appeler une infirmière au Québec. Je pense que c'est le 811, oui. si je ne me trompe pas. Et sinon, c'est de prendre des moments dans notre journée pour prendre soin de soi, pour prendre du temps pour vraiment, tu sais, surtout si on s'occupe des autres, il faut d'abord bien dormir, il faut prendre soin de soi, il faut s'accorder des moments de repos, même quand on est en train de se préparer pour une grosse performance et surtout quand on fait ça. Alors, au quotidien, des petits moments et bien sûr l'exercice. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'évacuer le stress, de gérer ses émotions puis de se dire, OK, bien, c'est quoi la solution à mon problème à court terme et éventuellement à long terme si on voit que le stress persiste? Clairement, ça, je suis tout à fait d'accord. Je penserai à toi lors de mon demi-marathon et on s'en reparle très bientôt. Isabelle Dominique-Cros, on peut te suivre sur notre antenne 2 temps, 3 mouvements. Tout est possible de rattraper ceux qui ont manqué justement les dernières émissions sur notre site tvrl.ca. Toujours heureux de t'accueillir pour votre information. Merci d'avoir été encore avec nous. Plaisir partagé. Bon demi-marathon. Merci et à bientôt. Mois d'octobre qui est le mois de plein de belles choses, mais c'est le mois, oui, certes, des saveurs, de l'automne, des couleurs, mais votre teint pourra peut-être changer si vous ne prenez pas soin, justement, de votre cybersécurité. On n'a jamais autant parlé de piratage, d'hameçonnage, des mots qui ont fait leur apparition depuis quelque temps déjà dans notre lexique et dans notre phrasé informatique. C'est une entreprise qui, d'ailleurs, a 5 ans cette année, qui peut intervenir, qui peut vous aider. Satellite WP, c'est Maxime Jobin qui est cofondateur de l'entreprise et également expert à WordPress. Merci d'être avec nous. Bien, merci pour l'invitation. Puis justement, mois de la cybersécurité, mois d'octobre, un mois de sensibilisation parce que plus que jamais, il y a encore beaucoup trop d'entreprises, même de gens qui se font avoir, là, de multiples façons d'ailleurs. Les moyens sont de plus en plus judicieux là, pour tenter d'obtenir des informations, des données personnelles. Oui, bien, il y a eu un temps où on utilisait beaucoup la programmation pour prendre avantage de certaines personnes, de certaines entreprises. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, on parle souvent de piratage social, donc le fait d'utiliser nos habiletés sociales pour aller chercher de l'information. Puis si on revient un petit peu au site Web, bien, on se rend souvent compte que les gens qui sont les plus vulnérables, c'est les gens qui sont soit pas à leur affaire volontairement ou involontairement. Donc, il y a des étapes à suivre quand on a un site Web. Puis si on les suit pas ou qu'on n'est pas au courant que ça existe, bien, on se met à risque. Puis évidemment, bien, il peut arriver là, ce que tu as mentionné un petit peu. C'est ça, le pire, ne pas se faire voler l'identité. Ce qui semble être une tendance, c'est d'exiger en échange de pouvoir ravoir nos données, la fameuse crypto-monnaie ou un montant d'argent qu'on doit donner. Ça semble être quelque chose qui est parmi les exigences qu'on a quand on veut retrouver notre information par les pirateurs, les hackers, comme on appelle. Oui, en fait, il y a plusieurs raisons de pirater. Il y a eu un temps, là, il y a plusieurs années, où on utilisait ces techniques-là dans le but de juste pouvoir mettre notre nom de pirate pour dire « j'ai réussi à gagner l'accès ». Aujourd'hui, les gens qui font ça, ça se trouve être une business. C'est une industrie, hein? Exactement, c'est fait de manière commerciale. Le but étant soit d'aller soutirer de l'information pour avoir des secrets professionnels, aller
barrer de l'information, un petit peu comme ce que tu viens de mentionner, afin de pouvoir avoir de l'argent, afin de débarrer l'information. Puis finalement, on a aussi le vol de ressources, qui est la chose, je dirais, la plus méconnue, mais la plus utilisée pour utiliser, dans le fond, les ressources d'un serveur, donc pour faire du spam, par exemple, ou pour aller se connecter via un tiers sur un autre serveur. Créer un effet d'entraînement. Exactement. Pour aller en chercher davantage. Exactement. Puis ça, souvent, c'est qu'on ne le voit pas. Donc, si vous avez votre site web puis que vous êtes piraté puis que les gens font juste utiliser votre serveur pour envoyer du spam, par exemple, bien, on s'en rend pas compte parce que visuellement, le site est exactement comme il était hier. Par contre, un matin, on se réveille avec le site qui est barré parce que l'hébergeur web s'en rend compte puis décide de couper tout ça. Puis là, on se retrouve avec, bien, on n'a plus de site, potentiellement plus de courriel qui fonctionne. On ne sait pas trop pourquoi. Puis là, il faut démêler tout ça et essayer de ramener ça le plus rapidement possible. Il faut tenter de prouver que c'est nous, par exemple, qui en sommes les propriétaires ou les gestionnaires, finalement, de ces plateformes-là. Là. Bien, ça peut être un exemple, mais l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éliminer la menace. Ouais. Donc, les gens ne savent pas trop où se diriger. D'ailleurs, quel est le point de départ si ça nous arrive, malheureusement? Mais parce qu'on le disait avant d'ouvrir les caméras, c'est plus de savoir si ça va arriver, c'est un peu de savoir quand ça va arriver. Exactement. Dans le fond, donc, ce qui est important, c'est d'avoir un plan. On appelle ça de la cyber-résilience. Ça, c'est le fait d'accepter que ça va arriver, étant donné qu'on est toujours aussi fort que notre maillon le plus faible. Donc, que ce soit autant au niveau logiciel, au niveau de l'équipement, au niveau des gens à l'interne qui, des fois, vont commettre des erreurs, bien, c'est de mettre en place un plan pour le jour où ça va arriver, qu'est-ce qu'on fait, qui est responsable de quoi, est-ce qu'on a... Puis c'est aussi simple que d'avoir les accès. Donc souvent, on a des gens qui nous contactent, sont piratés, on leur demande, bien, c'est quoi ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, et ils ne savent tout simplement pas. Fait évidemment, bien, au-delà des coûts qui sont rattachés au fait de désinfecter des sites qui sont piratés, bien, il y a l'aspect temps, l'aspect crédibilité qui sont en jeu, qui sont ultra importants. Donc, si on s'assure au moins d'avoir toutes les informations, d'être prêt à avertir nos clients, par exemple, si on a un site où on transige en ligne, bien, on va vouloir avertir nos clients de potentiellement qui a été affecté puis pourquoi. Donc, juste de se préparer, c'est déjà un pas dans la bonne direction. OK. Et, tu sais, quand on regardait... les statistiques dont j'ai pu obtenir pour notre entretien, on disait 64 des PME québécoises qui n'ont jamais été aussi inquiètes, justement, du risque de cyberattaque, selon un sondage qui a été fait par le FCEI. C'était en 2022. Puis, d'un autre sondage, on disait près de 2 tiers, 61 des entreprises canadiennes qui ont fait face à au moins un incident de cybersécurité, puis les 3 quarts ne l'ont pas signalé. Et ça m'a quand même questionné. C'est parce qu'on ne veut pas avoir mauvaise presse? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne veut pas le signaler? Mais je pense que c'est un mélange. Je pense que les gens sont sensibilisés au fait que la cybersécurité, c'est important. Par contre, quand on a des enjeux, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où on va? Est-ce que c'est une bonne chose d'être transparent ou pas? Bien, il faut s'être posé ces questions-là avant que ça arrive, parce que la journée où ça arrive, c'est un petit peu difficile d'y voir clair parce que souvent, l'équipe au complet, voire l'entreprise au complet peut être paralysée. Donc, je comprends jusqu'à un certain point les gens de ne pas trop savoir s'ils doivent divulguer ou pas. Ouais. Mais il existe une panoplie d'experts qui sont là pour donner les bonnes pratiques. Ouais. C'est juste de les contacter. Et là, vous êtes un expert WordPress, puis il y a beaucoup de sites Internet qui sont faits à partir de la structure de WordPress. Moi-même, dans un autre média pour lequel je travaille, c'est avec ça que nous travaillons. Et peut-être des choses à savoir sur WordPress, parce que vous en êtes un expert. Là, comment on peut s'apercevoir, par exemple, qu'on a été piraté et quoi faire si jamais ça nous arrive, si on fait appel avec le service WordPress pour notre site Internet, par exemple? Oui. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, quand tantôt on parlait du vol de ressources, qui est la raison principale de pirater en 2022, bien, les gens s'en rendront pas compte. Une fois qu'ils vont s'en rendre compte, c'est parce que leur hébergeur, donc l'hébergement web, l'endroit où le site est déposé, le fournisseur va tout simplement couper l'accès en disant hey, tu utilises beaucoup trop de ressources. C'est là souvent qu'on s'en rend compte. Puis là, après ça, bien, il faut contacter une firme pour pouvoir régler le problème parce que c'est souvent difficile d'y arriver par soi-même. Les moyens sont de plus en plus techniques pour, si on essaye de nettoyer, que ça se recontamine automatiquement. Fait que je dirais, essayez de ne pas toucher à rien quand ça arrive, contacter des professionnels parce que des fois, on va vouloir bien faire, on va aller faire des mises à jour, on n'y arrive pas. Puis là, c'est là que quand le professionnel arrive, il ne comprend pas trop pourquoi que, bien là, tout est à jour, d'où est entrée la menace. Puis souvent, ça vient plus compliqué qu'aider. Est-ce que,
ce qu'on nous disait à un certain moment, c'est sûr que c'est peut-être très, très basique ce que je vais évoquer, mais on nous disait, par exemple, quand il est question d'une adresse courriel, d'un service comme Gmail ou autre, changer de façon quand même assez récurrente nos mots de passe, par exemple. Oui. Faire les mises à jour requises sur nos appareils, que ça peut être un téléphone intelligent, mais de le faire sur un logiciel tout autre. Là. Est-ce que ça demeure encore des façons de faire aussi qui sont un peu élémentaires, qui sont un peu peut-être sur le plancher là, des vaches, je vais le dire comme ça, mais qui sont nécessaires aussi pour s'en prémunir de ces cyber-attaques-là? Bien, totalement. Je pense que s'il y a 3 choses à retenir, là, 1, au niveau des mots de passe, de ne pas réutiliser le même mot de passe sur divers services. Ça, c'est la clé. Comment on fait pour se rappeler de tous les mots de passe? Il existe des gestionnaires de mots de passe. Fait que ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Ensuite de ça, il y a les backups, donc les copies de sauvegarde. On a beau, peu importe le type de site que vous avez, on a beau des experts WordPress de notre côté, on n'est pas des magiciens. Si on se connecte dans le compte et il n'y a plus de site, bien, il n'y a plus de site. Donc, les backups, c'est la base. Puis, comment font pour rentrer la majorité des pirates? Bien, ils font juste regarder les gens qui ne font pas leur mise à jour. Fait qu'est-ce que c'est parce que vous êtes négligent ou parce que vous ne le saviez pas? Peu importe. À partir du moment où il y a une vulnérabilité qui n'est pas colmatée avec une patch de sécurité, bien, les pirates font juste exploiter cette faille-là que tout le monde connaît parce qu'on sait qu'il y a une patch qui a été rendue disponible. Si la patch n'est pas appliquée, bien, on a juste à s'essayer. Puis dans la majorité des cas, on va être capable d'entrer sans être un grand expert de sécurité. En tout cas, c'est important de le rappeler. On est dans ce mois de la cybersécurité, mois d'octobre. Entreprise qui est de chez nous, depuis déjà 5 ans existante, de Satellite WP Expert en WordPress. Maxime Jobin, l'un des cofondateurs justement de cette entreprise de chez nous. Merci beaucoup d'être passé nous en parler. C'était tellement nécessaire. Merci. Bien, merci, Alexandre. Ma mère chantait toujours la la la, une chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras et un beau jour tu la chanteras à ton tour, en souvenir de moi. On vient d'entendre cette chanson d'ailleurs qui ouvre l'album. Ma mère chantait toujours, une voix, une femme que vous aimez, que vous connaissez. C'est Cindy Daniel avec nous autres en studio. Salut. Salut. Merci d'être là. Ma mère chantait toujours quoi? Ta mère chantait toujours quoi? Celle-là. Celle-là toujours? Plus précisément, là, oui. Puis je me rappelle, ma sœur, ma plus jeune sœur, avait une réaction très forte parce qu'il y a un moment dans la chanson où elle dit « Un jour, tu grandiras et puis tu t'en iras ». Puis c'est encore aujourd'hui, c'est une anecdote qu'on se raconte. Là, elle se mettait à pleurer. « Non, je veux rester ici, je vais me marier avec papa ». C'était donc plein de beaux souvenirs. En fait, cet album-là est né du confinement. Je dois avouer que la musique nous a bien servi pendant le confinement. Bien, et justement, est-ce que ça a été de redécouvrir parce que tu es maman 2 fois, justement, est-ce que ça a été de prendre ce temps-là puis de redécouvrir des chansons de ton passé, des chansons qui font du bien, puis de leur partager, d'avoir le temps de leur partager aussi? Exact. Oui, en effet. Puis d'autres aussi, des nouvelles. Là. C'est sûr que moi, j'ai envoyé une liste de chansons que je voulais. J'ai un background aussi beaucoup anglophone, donc il y en avait beaucoup en anglais. On a épuré ça. Donc, il y en a quelques-unes là-dedans qui n'ont pas nécessairement bercé mon enfance, mais que j'adore aujourd'hui et qui vont certes faire partie de nos vies encore longtemps. Est-ce qu'il y a... parce que là, on pourrait les décortiquer, les chansons, mais est-ce qu'il y en a une qui, pour toi, par les échos de tes 2 enfants, ça a été leur choix, en quelque sorte, de la mettre sur l'album parce que vous avez du plaisir à la chanter ensemble, parce que lorsque tu la chantes, il y a quelque chose qui se passe avec eux, avec la relation que tu as avec eux, l'affection que vous avez ensemble, par exemple, parmi les chansons sur l'album? Bien, je dirais Over the Rainbow, simplement parce que celle-là, je sais la jouer un petit peu à la guitare. Okay. Donc, quand je le fais, c'est drôle, hein, ça attire encore plus que quand je chante. Mes enfants ont tendance à s'attirer là, comme moth to a flame, comme des mouches, tu sais, les lampes. Oui, voilà, je cherche en français. Lucioles, par exemple. Ou, Voilà. Ça s'en vient, puis ça gravite autour de moi. Puis celle-là, je sais la jouer, donc on la chantait ensemble. Je dirais Over the Rainbow. Bien, elle est toute belle. Je veux qu'on l'écoute à l'instant. Il y a quelque chose de particulier, je pense, avec celle-là aussi. En tout cas, on vient dans quelques secondes. Somewhere over the rainbow, way up.
comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Je pense qu'on vient tous de comprendre l'énergie de la chanson que tu as aussi, que tu t'es proprement aussi acquis dans cette pièce-là. Puis il n'y avait pas ton père aussi qui est sur l'album, qui fait qu'il y a un lien familial aussi supplémentaire. Oui. Et que moi, j'apprenais ça pour la première fois. Que c'était la première fois, je pense, que vous collaborez d'aussi près, musicalement parlant. Ça se peut-tu depuis le début de ta Oui, carrière? bien, il a été là depuis le début. Mon père, il l'appelait affectueusement le taxi, là, parce que, tu sais, quand tu as 12, 13, 14, 15 ans dans les débuts, je n'avais pas d'auto, hein? Puis prendre un taxi, ça coûtait cher. Fait que mon père était toujours là. Puis c'est la première fois qu'on a participé ensemble sur un album, au lieu de que ce qui soit juste là, présent, être témoin d'un beau moment, tu sais. Donc je suis vraiment contente. D'ailleurs, il la joue beaucoup mieux que moi à Over the Rainbow. Ah oui, Over the Rainbow. Ouais. On confirme. Oui. Et parce que là, il y a d'autres chansons qui sont parfois des évidences pour les gens, tu sais, en ce sens où, tu sais, quand on pense à Francis Cabrel, Petite Marie, il y en a d'autres, là, mais tu sais, par exemple, celle-là où Le cœur est un oiseau, qui est devenu un classique depuis tant d'années. Richard Desjardins aussi, bien entendu, qui l'a porté en premier temps avec ses épaules, d'auteur, compositeur, interprète, mais est-ce que ça devait être pour toi des chansons qui se devaient d'être, comment dirais-je, très avec des contrées différentes? Est-ce que pour toi, c'était vraiment une évidence que tu fallait que tu te les appropries, mais quand même garder une certaine identité aussi qui était propre aux chansons, de pas trop les dénaturer, mais aussi de te les adapter, à ta façon, finalement? Je pense que Peter Renallo, qui a réalisé l'album, a vraiment trouvé un heureux territoire entre les deux. Là. On les a pas trop dénaturés, mais on a gardé l'essence. En tout cas, je me plais à le croire. Là. Je pense on a gardé l'essence, mais on les a emmenés aussi ailleurs, parce que sinon, je suis pour mon dire, tu sais, pourquoi refaire la même affaire tant qu'à ça? Donc, on les a emmenés un peu ailleurs. Puis c'est sûr que dans le choix des chansons, je vais le mentionner, là, fallait que ce soit d'un amour général. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de l'amour entre l'homme et la femme, etc. Ça a été un beau tour de force. Bien, et là-dessus, aussi, une chanson... c'était important pour toi d'avoir au moins une chanson originale aussi. Parce que je me disais, tant qu'à faire des chansons, c'est une conversation qu'on a déjà eue avant d'ouvrir les caméras, que tu voulais absolument au moins imprimer l'album d'une chanson originale aussi. Oui, puis celle-là a été apportée là, par Mario Pelcha, mon ami, mon guide. Et ton premier... Mon père spirituel. C'est ça, puis dans tes premiers mouvements dans la colonie artistique, ça a été un peu lui là, qui t'a Absolument. Épaulé. À partir de Don Juan... Et après, là, oui, en effet, on n'a jamais arrêté de travailler ensemble depuis. Puis d'ailleurs, il n'y a rien de plus merveilleux que de se lever un matin puis de se dire, OK, je veux sortir un album. J'écris à Mario. Une semaine plus tard, on a le contrat sur la table. Puis des dates d'enregistrement à venir. Donc, très efficace. Il est merveilleux. Et, ben oui, et qu'est-ce qu'on disait déjà? On parlait notamment de choix de chansons, entre autres, que pour toi, tu voulais y aller. C'est ça, la conversation, quand on s'emballe, quand on a un projet artistique comme le tien. Des fois, on change, on bifurque, mais oui, si on ramène la direction sur le chemin initial, c'est effectivement d'avoir une chanson originale. Pour toi, c'était important d'avoir cette présence-là. Bien, je trouvais que c'était un clin d'œil le fun à faire. Puis en plus, la chanson était très bonne. Ça cadrait parfaitement avec l'album. C'était une chanson de Madelino, d'ailleurs, des Îles de la Madeleine. Puis on aime beaucoup. On est très content d'avoir une originale. Est-ce que là, le but, c'est de partir en tournée? Est-ce que c'est de proposer, Maman chantait toujours, en tournée, de proposer certains événements ponctuels ou pour toi? Ou, Pour moi, le but, c'était juste de faire plaisir aux gens qui m'accompagnent avec moi dans ce trip-là que j'ai eu à l'issue du COVID, qui, mon Dieu, qui a fait du bien, d'ailleurs, là, pas le COVID, hein, mais l'espèce d'interlude musical familial qu'on a eu finalement, là. Donc, je voulais juste le partager, puis tout ce qui arrive après ça, tant mieux. Ouais. On est content, mais on n'a pas prévu soyons francs, là, moi, j'ai pas prévu de tournée ou autre, mais des participations plus à des projets ici et là, des tournées, mettons, multi-artistes, des choses comme ça. Oui. Ça pourrait arriver, non? Oui, absolument. C'est sûr. Et on va surveiller ça. Entre-temps, c'est disponible dans la semaine, spécial parents et enfants pour ce qui est du disque. Et on ne peut pas se quitter sans la chanson Sous une pluie d'étoiles. Pour toi, cette chanson-là, ça fait quoi, 15 ans? Plus que 15 ans déjà, je pense qu'elle a été offerte? C'est facile pour moi de me rappeler parce que j'étais enceinte de mon garçon Mathis dans le clip de 5 mois, donc c'est 16 ans. 16 ans? Oui. Déjà, mais c'est une chanson qui parle encore à tellement de gens.
Puis les gens se le sont appropriés d'une manière complètement... Tu sais, chacun a sa propre histoire face à cette chanson-là. Est-ce que tu t'en fais toujours autant parler 16 ans plus tard? Ah oui, on me l'a même demandé des fois, à ma grande surprise, là, dans un enterrement, par exemple, parce que la chanson était tellement importante pour la personne. Donc, tu as raison, il se l'approprie, mais oui, on en parle encore beaucoup aujourd'hui et j'adore. On se quitte avec, pourquoi pas, un extrait. On se fait plaisir de Sous une pluie d'étoiles, un très grand succès, l'un des très grands succès de Cindy Daniel. Merci beaucoup d'être passé en studio. Ma mère chantait toujours, disponible, donc, on le rappelle, sur la semaine, entre autres, en kiosque dès maintenant, spécial parents et enfants. Sous une pluie d'étoiles, puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie. Si un jour toi aussi, tu sentais que tu m'aimes. Nicolas Besson-Poirier qu'on trouve pour notre chronique cinéma. Salut mon cher. Salut Alex. On disait chronique cinéma, on va en parler un peu plus loin, mais bon, dans la large, différentes choix, offres qu'on donne aussi des séries télé. Ça se peut ça dans notre chronique à chaque semaine. Ben Netflix qui propose. Et je dois te dire, j'étais très content que tu l'abordes parce que c'est une série qui m'a un peu perturbé pour vrai. Avec donc Dahmer, qui est disponible actuellement, est une des plus visionnées depuis quelques semaines aussi déjà sur Netflix. Là. Oui, tout à fait. Et vraiment, c'est une série... Je m'attendais à pas grand-chose de cette série-là parce qu'il y a beaucoup... Mettons, Netflix me déçoit très souvent dans son contenu original, beaucoup plus au niveau des films que des séries, mais quand même. Et Dahmer, ça fait partie de multitudes de contenus originaux que Netflix a créé au fil des années à propos de tueurs en série. True crime ou des choses du genre. C'est ça, c'est ça. Il y en a tellement, que ce soit des trucs, bon, avec des comédiens ou plus des documentaires ou des mini-séries documentaires et tout ce qui vient avec. Mais c'est des formules qui marchent, qui fonctionnent aussi, il faut le dire. Là. Tout ce qui est true crime, série inspirée d'un tueur qui a bel et bien existé, on le voit, là, ça fonctionne actuellement. C'est payant pour ces plateformes-là. Pour Netflix, en tout cas, c'est extrêmement payant. Je pense ce que Amazon Prime fait comme contenu original. Eux, ils vont pas vraiment vers ce type de contenu-là. C'est plus des séries de fiction, que ce soit du drame, d'action, peu importe. Mais vraiment, et aussi, c'est des séries plus courtes. On parle de 8 épisodes en général au lieu de 10 et un peu plus comme Netflix. Et Dahmer, bon, je m'attendais à rien. Je connaissais la base de qui est ce personnage-là, Jeffrey Dahmer, qui était un tueur en série dans les années 70 et 80 aux États-Unis. Et cette série-là, je l'ai adorée. Vraiment, là. Et contrairement à beaucoup de séries de ce genre-là, où on aborde, je sais pas, peut-être plus un policier qui traque le tueur, ou même on entre dans la tête du tueur et on est comme... et c'est ce personnage-là qu'on suit tout le long. Dahmer, c'est le point de vue de plusieurs personnes à travers cette histoire-là et cet assassin-là qui va tuer une dizaine de... Je pense que c'est 17 ans, je crois. C'est ça, oui, 17. 17, et dans des conditions, faut pas avoir le cœur sensible, parce que pour vrai, sans nécessairement tout voir, mais ce qu'on évoque, les meurtres en question, qui sont suggérés, voire qu'on voit quand même aussi parfois, là, de façon plus directe, faut pas avoir le cœur sensible, faut pas avoir peur, notamment quand dès le premier épisode, on va peut-être brûler un petit punch, mais de retrouver le corps de quelqu'un dans de l'acide, ni plus ni moins, pour favoriser la décomposition d'un corps. Ce genre d'image-là, si on n'est pas nécessairement habitué ou on n'est pas ouvert à ce genre de contenu-là ou d'image-là, faut peut-être s'en éloigner un peu. Parce que ça peut peut-être... Pour vrai, j'ai écouté le premier épisode et j'étais presque perturbé pour vrai à la fin du premier. Là. J'étais comme un peu shaké, si on me permet l'espagnol. Bien, pour moi, Dahmer, le premier épisode, c'est le meilleur premier épisode que j'ai vu de n'importe quelle série. Les 20 premières minutes sont absolument... 20-25 sont absolument... C'est intense, là. On entre dans l'horreur, on comprend le point de vue de la victime, disons. Ses motivations. De Jeffrey Dahmer, c'est ça. Et à la fin de tout ça, on se retrouve avec Jeffrey Dahmer, on comprend un peu pourquoi il a fait ça. On a un peu pitié de lui, mais en même temps, du point de vue des victimes, des familles des victimes,
c'est un monstre, c'est dégueulasse, tout ce qu'il a fait. Ben, son père, entre autres, son père, là aussi, Ben, c'est ça. dès le premier épisode, son père est complètement chaviré par ce qu'il vient d'apprendre. Là. C'est ça. Et après ça, bien, on va découvrir au fur et à mesure pourquoi. Et Evan Peters, celui qui interprète Jeffrey Dahmer, il est vraiment excellent dans son rôle. Vraiment, là. Et le créateur de cette série, Ryan Murphy, c'est lui qui a créé, entre autres, American Horror Stories, dont Evan Peters fait partie de la distribution. Exact. Donc, ils ont l'habitude de travailler ensemble et vraiment, depuis le départ, leur but à eux, c'était de pas uniquement montrer le point de vue de Jeffrey Dahmer. Et c'est un peu décousu de la manière que ça se passe, l'histoire, parce qu'on embarque, des fois, on retourne dans le passé pour retourner dans l'histoire où on était. Donc, mais c'est pas mélangeant. Ça nous aide à comprendre le personnage et tous les gens aux alentours. J'ai pas vu au complet, j'ai vu que quelques épisodes, là, j'en suis au 3e au moment de se parler, mais effectivement, moi, de déconstruire, de reconstruire, de nous ramener dans le passé, bref, de nous faire ça d'une autre perspective aussi quand on évoquait la famille, de nous montrer les à-côtés. Moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant dans ce genre de contenu-là, dans ce genre de série-là. Et pour ça, jusqu'à présent, ça m'a rendu captif. Jusqu'à présent, c'est une des raisons, au-delà de la transformation de Peters, évidemment, en Jeffrey Dahmer, qui est extraordinaire aussi, là, de son jeu colossal devant l'écran. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé aussi que la façon de nous présenter les choses, la réalisation aussi, était vraiment, vraiment ingénieuse. Puis je trouvais quand même que c'était dissonant dans le paysage actuel. On invite les gens à aller voir ça sur Netflix. Il nous reste encore la moitié de la chronique, mais vas-y si tu veux compléter. Une petite chose, là. On parlait tantôt que cette série-là, oui, elle est dérangeante, elle rend mal à l'aise, et c'est évidemment, bon, c'est sur un tueur en série qui a fait des choses dégueulasses. Et pourtant, dans cette série-là, il n'y a pas vraiment de gore, il n'y a pas beaucoup de sang. On voit, bon, il y a un petit peu de violence, mais pas tant que ça, ce qui rend vraiment mal à l'aise, comme tu parlais, bon, du corps en décomposition dans l'acide, mais on comprend ce que c'est, on voit pas les détails et tout le sang, mais de la manière que c'est présenté, c'est assez pour nous... Pour nous captiver, finalement. C'est ça. Pour nous appâter, pour être là, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, parce qu'il y a des morceaux de... Écoute, j'ai fait l'erreur... Je sais plus trop c'est à quel épisode. Là. J'ai fait l'erreur. Là, je m'étais fait un burger. Puis là, je me mets à écouter ça. Puis je l'ai pas fini, moi. T'as pas fini ton burger? Non, je l'ai pas fini. Puis c'est jamais arrivé de ma vie. À retenir, popcorn, ça passe, mais pas de burger. Non, pas de viande. Pas de viande. Signé l'ami Nicolas Vincent Poirier. Nicolas, il nous reste 3 minutes. Je veux qu'on prenne le temps de parler d'un film que tu as vu récemment, The Woman King. Oui, The Woman King. Pour tous ceux qui ont vu le film Black Panther, le Black Panther est protégé par des femmes guerrières. Oui. Et ces femmes guerrières-là, eh bien, ils sont inspirés d'une vraie tribu qui a vraiment existé, qui s'appelle les Agojis. C'est pas une tribu, mais c'est plutôt des femmes guerrières au service d'une tribu pendant quelques centaines d'années en Afrique. Et ce film-ci, The Woman King, ça nous parle de cette tribu-là, et particulièrement d'une jeune fille qui va entrer dans... qui va faire partie des rangs de ces guerrières-là, et en même temps, Viola Davis, qui interprète la chef. C'est un film que j'ai adoré. Je pensais pas l'aimer autant que ça, parce que je connaissais pas vraiment cette histoire-là, l'univers de ça. Et vraiment, c'est un film qui m'a captivé. 2h24, on comprend comment ces guerrières-là, comment ils fonctionnent quel était leur au sein de la tribu, leur rôle. Et, bon, on va comprendre dans le film pourquoi est-ce que le film s'appelle The Woman King. Et, bon, ça se passe à une époque en 1700-1800 où, bien, il y a encore de l'esclavage, où les Blancs vont chercher des Noirs en Afrique pour les vendre. Du commerce. C'est ça. Et ces femmes guerrières-là, ils vont défendre leur tribu, royaume. leur maison. C'est ça. Et ça, c'est la réalisatrice, OK? Gina Prince, c'est elle qui a réalisé The Old Guard pour Netflix, avec Charlize Theron, il y a quelques années de ça. C'est un excellent film d'action.
Donc, déjà là, c'est une réalisatrice qui est habituée avec les films d'action. Puis, les scènes d'action sont très bonnes. D'ailleurs, Girl Power, on est dans cette ère-là actuellement. Fait que c'est pas étranger peut-être à ça aussi d'amener de l'avant une histoire comme celle-là. Mais il nous reste peu de temps. Mais est-ce que quand même, parce que c'est un film de guerrière, on voit davantage le rôle des femmes? Est-ce qu'on voit beaucoup de scènes de violence, de guerre? Ou c'est moins de ce côté-là qu'on tente de projeter le film? Oui, il y a beaucoup de guerres, mais en même temps, je peux pas dire que c'est un film d'action. En même temps, je peux pas dire que c'est uniquement un drame. C'est un bon mix parfait. Et celle qui a trouvé l'histoire, qui a créé l'histoire, c'est l'actrice Maria Bello qui a passé quelques temps en Afrique en 2015 pour essayer de développer cette histoire-là autour des Zagojis. Et ça a pris quelques années avant que son histoire puisse se développer en film parce que personne ne pensait qu'il y avait vraiment de potentiel pour ça. Et c'est grâce à Black Panther, grâce au succès de Black Panther, que les studios hollywoodiens ont vu un bon potentiel commercial. Intéressant. Et ce film-là, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est excellent. Actuellement au cinéma, The Woman King. Merci, Nico. Merci. Là, tu te souviendras de moi. Plusieurs années plus tard, c'est un sujet qui retient toujours l'attention. Elle l'a vécu elle-même à l'interne. C'est de son propre vécu dont elle témoigne dans ce livre, Autopsie de l'enquête bidon, donc de l'UPAC. Et c'est Mme Annie Trudel qui est avec nous, autrice. Bonjour, merci. Bonjour, ça me fait plaisir. C'est un grand plaisir de vous recevoir. C'est assez fascinant, votre livre, dont d'ailleurs est juste ici à mes côtés. Pourquoi c'est important pour vous d'écrire un livre sur ce que vous avez vécu, puis sur cette saga, je pense que c'est pas peu dire, parce que ça a marqué le Québec ces dernières années. Oui. En fait, ça n'a pas été planifié. C'est sûr que c'est un dossier qui traîne depuis 2017, que j'ai suivi très attentivement pour toutes sortes de raisons. D'un, je le rappelle que moi, j'ai travaillé à l'UPAC. Donc, je savais c'était quoi de l'interne. Ensuite de ça, j'ai été visée par cette enquête-là. Mon conjoint aussi, un ami aussi, parce qu'il faut le dire, Richard Despatie, c'était mon collègue à l'UPAC, mais c'est devenu un ami. Donc, j'ai toujours suivi ce dossier-là. Puis, pour moi, c'était très important que ça aboutisse à des accusations criminelles contre les vrais auteurs. Là, donc, le but, une des démarches, c'était que ça fasse œuvre utile pour le bien bien, en fait, des dossiers. c'est devenu ça. Tu sais, moi, j'ai juste suivi ce dossier-là pour m'assurer que je sois utile, que je contribue, que je partage tout ce que je savais au Bureau des enquêtes indépendantes. Puis, j'en suis arrivée, comme je le mentionne, en fait, au fur et à mesure que les documents devenaient publics puis qu'on prenait connaissance, je pensais que j'avais tout vu dans ma vie, là, mais on était de plus en plus outrés. Ouais. Puis un jour, j'ai réalisé, en mai cette année 2022, OK, il faut que j'écrive ça, ça se peut pas. Ça se peut pas que c'est pas public puis que la population ne connaisse pas tous les détails. Donc voilà, j'ai pris tous les documents que j'avais accumulés depuis 2017, plus ce qui avait été rendu public par les tribunaux. J'ai essayé de simplifier ça, résumer, faire une belle chronologie, puis raconter ce qui s'est passé. Et comment on en arrive à choisir, à sélectionner, parce que c'est touffu ce que vous aviez comme dossier, comme information, puis il faut à un moment donné établir ça dans un minimum de quelques centaines de pages, quelque chose qui s'est déroulé sur plusieurs années, qui a touché des gens de votre entourage, vous l'avez dit, des gens que vous adorez, que vous aimez. Donc, pour vous, ça doit être c'est émotif de retomber là-dedans puis de devoir sélectionner cette information-là. Bien, oui, tout à fait. Ça a été... en fait, j'aurais aimé ça que mon éditeur soit ici pour vous raconter que quand j'ai commencé, je m'attendais à un livre de 200 pages, puis on termine à 456 pages. Donc, j'ai pas réduit, mais au contraire, j'ai juste tout le temps rajouté des informations qui, je croyais, étaient essentielles. Mais c'est sûr que c'était
c'est sûr que c'était très difficile émotivement parce que c'est pas une belle histoire que je raconte, Non. c'est une injustice horrible que je raconte, mais elle devait être racontée. Mais effectivement, là, on écrit ça, puis là, c'est pas c'est sans préjudice que je le dis, mais récemment, je regardais la liste des pays les plus corrompus au monde, la Syrie, la Libye. Bien, on s'attendrait à une histoire comme ça là-bas Oui. et pas au Québec. Et c'est ça. Mais c'est arrivé chez nous. Et vous l'avez dit, vous avez été mis au banc des accusés, on peut le dire comme ça. Ben, en fait, résumé à Oui. sa plus simple expression, parce qu'il faut quand même l'expliquer pour Oui. les auditeurs qui n'ont Exact. pas nécessairement suivi Oui. ça. Il y a eu beaucoup, au fil des années, il y a eu beaucoup d'informations privilégiées qui ont été coulées aux médias. Et l'UPAC s'est mis à subir beaucoup de pression, notamment de la part des députés de l'Assemblée nationale pour cesser, en fait, ce coulage-là et expliquer d'où venait le coulage. Puis en cours de route, bien, il y a plusieurs personnes qui critiquaient la gestion, la gouvernance de l'unité permanente anticorruption. Alors là, bien, un matin, en fait, pas un matin, une nuit, c'est vraiment une nuit que ça s'est passé, il y a un haut dirigeant de l'UPAC qui s'est dit, bon, OK, bien, c'est nous autres qui a coulé. Fait qu'il faut qu'on cache ça. Puis on va faire d'une pierre d'un coup, on va neutraliser ceux qui nous écœurent un peu trop. Fait qu'ils ont ciblé tous ceux, bien, pas tous ceux, il y en a bien plus que ça, mais ils ont ciblé 5 personnes qui critiquaient l'UPAC, dont moi, mais mon conjoint Guy Ouellette, Richard Despatie, qui est un ancien enquêteur de l'UPAC, Stéphane Bonhomme, ancien enquêteur de l'UPAC, et Lino Zambito. Donc, ils nous ont ciblés. Puis on est devenus des suspects, puis l'enquête visait à essayer de nous faire prendre le blâme des malversations qu'ils ont eux-mêmes commis. Et ça, c'est pas... vous êtes, vous, évidemment, les 5 personnes, mais c'est pas la première fois non plus qu'il y a des accusations qui ont été abandonnées. On n'a qu'à penser à Mme Normando. Il y a plusieurs dossiers, plusieurs personnes qui ont été mises sur la sellette. Tout à fait. Finalement, en bout de piste, on abandonne les accusations, on abandonne les procédures judiciaires. Bon, plusieurs années plus tard, des sommes colossales qui ont été dépensées aussi par tous les Québécois pour tenter de faire la lumière là-dessus. Le cynisme de la population s'en trouve doublé. Oui. Même peut-être, on pourrait l'amplifier de d'autres façons. On cherche encore des coupables, littéralement, finalement. Ben oui, parce qu'au moment où on se parle, il y a le Bureau des enquêtes indépendantes, donc communément appelé le BEI, qui enquête depuis 4 ans. 4 ans. Tu sais, on veut bien espérer, là, mais là, on se dit qu'il faut que ça aboutisse. Ça, c'est pas une enquête de meurtre, c'est pas une enquête de trafic de drogue. Là, c'est une enquête pour identifier s'il y a eu de l'entrave criminelle, puis c'est qui a vraiment fait du coulage. Donc, le BEI enquête depuis maintenant 4 ans. Puis on espère qu'ils vont en arriver avec des accusations criminelles parce que... Est-ce que vous y croyez à ça, ultimement? Est-ce que vous avez l'espoir un jour qu'on puisse savoir véritablement qui sont les coupables et qu'il y ait des gens qui vont être imputables? Bien, je le veux, c'est bien sûr que je le veux. À partir du moment où, parce qu'il faut le dire, tout ce que j'ai mis dans le livre, c'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des documents qui ont été rendus publics par la Cour. C'est donc légal aussi. C'est tout, oui, légal, tout à fait. Donc, à partir du moment où toutes ces informations-là, que ce sont des hauts dirigeants qui ont orchestré tout ça, puis qui ont fait des fuites, puis qui ont fait de l'entrave, puis qu'il y a un juge qui a accepté de rendre public ça, moi, je pense que ça met une certaine pression sur le Bureau des enquêtes indépendantes, puis qui n'ont pas le choix d'arriver avec des accusations criminelles. En tout cas, c'est mon opinion. Ah oui, et croyez-vous qu'on pourrait voir vraiment de ce que vous savez, je veux dire, je sais qu'il y en a dans le livre et les gens pourront le constater à la lecture de votre livre, mais il y a des noms importants, des gens importants que les gens connaissent, les gens les ont en tête. Est-ce qu'on pourrait voir, est-ce que c'est logique de penser qu'un jour on pourrait voir ces gens-là? On dirait qu'on a l'impression qu'ils sont protégés par des gens, par des tierces personnes et qu'on n'aura jamais accès à eux, compte tenu que les langues ne veulent pas se délier et que ce sera sur une tablette, ce sera relégué sur une tablette comme tant d'autres enquêtes ou tant d'autres rapports qui ont été par différents gouvernements répertoriés. Oui, bien, vous avez tout à fait raison de poser la question. Moi, la première, en 2018, quand il y a un nouveau gouvernement vierge qui est arrivé, moi, j'étais très heureuse, la CAQ, j'étais très heureuse, puis je me suis dit, excellent, fait que là, on enlève le couvert sur la marmite, puis la
première question à laquelle ils ont été confrontés, ça a été de convoquer l'ancien commissaire pour expliquer bien des choses, mais notamment son départ précipité sans explication, puis ça a été refusé. Puis, vous allez m'excuser l'anglicisme, mais j'ai été flabbergastée, je le suis encore. C'est un bon mot. Je ne la comprends pas, cette décision-là. Donc, 4 ans ont passé, il n'y a aucune explication. Oui, ça donne vraiment l'impression qu'il y a des gens qui protègent ceux qui ont fait des malversations. Mais j'aime dire que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, on espère, en tout cas. On va l'espérer. Parce qu'ils disent que ça a l'air un chum, c'est un chum. Oui, semblerait-il. Madame Annie Trudel, merci d'être passée en studio. Vous êtes l'autrice, et on le voit à l'écran, d'Autopsie de l'enquête bidon. Bon, évidemment, de l'UPAC, c'est à se procurer. C'est fascinant, ce livre-là. Oui, oui, c'est malheureusement fascinant. Oui, malheureusement fascinant. Oui, effectivement. Mais merci d'être venu nous en parler. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. Si vous voulez tout savoir du domaine de l'emploi sur le territoire lavallois, ben vous devez communiquer avec les gens de Midi 40. À nouveau, on a l'occasion de parler d'ailleurs avec un des membres de l'équipe conseiller gestion et transition de carrière. C'est M. Claude Rivet qui est avec nous. Bonjour, M. Rivet. Bonjour, Alexandre. Content de vous reparler. Puis peut-être pour ceux qui sont des nouveaux initiés, peut-être qui viennent de se greffer à notre conversation, n'ont peut-être pas été témoins de notre précédente conversation de cela quelques semaines. Qu'est-ce que c'est Midi 40 tout d'abord? Bien, on va profiter de l'occasion pour ramener certaines informations, brièvement, simplement. Midi 40, c'est un organisme d'aide à l'emploi. On est un centre conseil qui permet aux gens d'être accompagnés dans un contexte de recherche d'emploi. Alors, il arrive très souvent que les gens qui sont en recherche d'emploi ne savent pas comment faire, comment débuter une activité. Ils envoient quelques CV, pas de résultats, tendance à abandonner. Nous, on est là pour les accompagner. Oui, partager une expertise qui est en place parce que l'organisme est là depuis 34 ans. Alors, évidemment qu'il y a un savoir-faire, il y a des méthodes qui sont profitables. Briser l'isolement aussi, quand on est tout seul, c'est pas facile d'avancer, surtout dans un contexte de recherche d'emploi. En plus de ça, si on s'est fait dire non par quelques employeurs, on est un petit peu dérouté, puis on a tendance à abandonner. On est là pour supporter les chercheurs d'emploi. C'est ça, et de tout ordre, là. C'est-à-dire tout type d'emploi là, que les gens peut-être ont en tête actuellement. Là. Alors, principalement, il y a 2 critères pour l'acceptation des candidats. Premièrement, plus de 40 ans et résident de Laval. Pas tellement compliqué. Non, exact. Et c'est gratuit? Tout à fait gratuit. Merci de le rappeler, Alexandre. Bien, ça fait plaisir parce qu'évidemment, c'est ce genre de coup de pouce-là, parfois, quand on veut prendre le premier pas, faire le premier pas, quand on sait que c'est gratuit, et comme vous avez dit, seulement d'avoir 18 ans et plus, d'être résident de Laval. Probablement que tous ceux qui nous regardent actuellement ont déjà ces critères-là de cocher dans leur liste. Oui, mais si vous permettez, Alexandre, c'est pas 18 ans, c'est 40 ans. 40 ans, excusez-moi, oui. C'est ça, excusez-moi. On a passé ça, nous deux, là. Mais bon, parlez de vous, pas moi. C'est 40 ans et plus, résident de Laval. Moi, je suis pas encore rendu, j'ai pas dépassé encore 40 ans. Ça fait que je me permets de vous taquiner avec ça. Il faut garder l'espoir. Oui, certainement, on va l'atteindre éventuellement de toute façon. Oui. Mais quand on parle de démarche structurée, parce que vous m'avez envoyé l'information pour ma préparation pour notre conversation dans ce moment, au cas présent. Qu'est-ce que c'est la démarche structurée? J'étais vraiment avec des points d'interrogation en tête. Là. Bien, c'est ce que je voulais vous présenter. Vous savez, la première chose, là, quand on est isolé puis qu'on est un chercheur d'emploi, le retour sur le marché du travail, c'est expédier un CV. On envoie, tant bien que mal, des candidatures à gauche et à droite qui sont plus ou moins structurées puis qui ne sont pas toujours bien ciblées. Oui. Maintenant, très souvent, on a tendance à cibler des entreprises qui paient bien, qui ont des gros salaires, des grosses réputations et des grosses affiches sur la porte. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on suggère, nous. La base de la recherche d'emploi, c'est la connaissance de soi, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce que je suis, mes compétences, mes habiletés, ce que je veux, quel territoire je veux aller, parce qu'aller à Montréal, au travers des comptes jaune orange, c'est pas facile. Bon, enfin. Mais il en demeure pas moins qu'il faut savoir qui on est. Connaissance de soi. Ce qui nous permet de réaliser un CV qui va tenir compte du parcours qu'on a eu toute notre vie au niveau professionnel. Après ça, on va penser à faire connaître notre candidature, puis on va aussi regarder à la préparation de l'entrevue. Ce sont des étapes qui sont très importantes et très souvent, quand on escamote une partie, malheureusement, on se fait jouer des tours.
il y a des difficultés, il n'y a pas de réponse à nos candidatures, ou encore, malheureusement, il y a des appels, des entrevues, mais il n'y a pas de résultat. Donc, de bâtir un CV selon notre envie professionnelle, selon notre désir, on pourrait le bâtir. Mettons, je veux être un chef cuisinier, par exemple. Donc, le bâtir selon mes expériences uniquement que j'ai eues, pas tout nécessairement énumérer ce que j'ai fait comme travail dans ma carrière. Il faut faire attention, Alexandre, au trou dans un CV. Vous avez raison. Par contre, quand il y a un espace vide, un creux de 2 ans, dans le CV, l'employeur se questionne. Alors oui, l'expérience relative à la carrière propre, mais si pour une raison ou pour une autre, on a travaillé dans un autre secteur d'activité, on peut l'inclure aussi. Sauf qu'on ne mettra pas l'évidence, on ne mettra pas le spot sur cette situation-là, mais bien sûr toutes les autres qui soutiennent la candidature du candidat. Et quand vous parliez de prospection, je me souviens qu'on en avait jasé un peu dans notre précédente conversation, vous disiez, la plupart du temps, les emplois de rêve ne sont pas nécessairement affichés quelque part, sur un site web, sur un portail ou dans un organisme comme le vôtre, par exemple. Donc, c'est là où vous pouvez intervenir aussi pour tenter de trouver ces emplois-là, j'imagine. Effectivement, c'est ce qu'on appelle travailler dans le marché caché ou encore faire parvenir une candidature spontanée. Ce n'est pas une démarche qui est innée pour tous les chercheurs d'emploi parce que c'est pas facile. Mais la réalité pour un chercheur d'emploi, c'est qu'il doit se faire connaître, qu'il y ait des opportunités d'emploi, d'afficher ou pas. Son rôle est vraiment d'informer les entreprises que ce service, cette compétence-là est disponible. Au même titre qu'on reçoit de la publicité, que ce soit dans le Publisac, qu'on entend à la radio, qu'on voit dans les journaux, est-ce qu'on va toujours consommer ces produits-là? Pas nécessairement, mais le rôle des annonceurs est de se faire connaître. Alors, c'est une transition qu'il faut faire dans un contexte de recherche d'emploi pour se faire connaître notre candidature et en apprendre du procédé aussi, parce qu'il va y avoir un retour d'informations qui vont nous permettre de mieux se diriger dans cette situation-là. Et quand on parle de préparation à l'entrevue, il y a toujours ce moment où on nous pose ce genre de questions et on tente de nous piéger, hein? Selon le type d'emploi ou de mieux connaître notre personnalité, à savoir si on peut intégrer une équipe, parce que parfois, il y a une équipe soudée et on ne veut pas nécessairement avoir quelqu'un qui pourrait venir malheureusement nuire à l'esprit d'équipe au sein d'une entreprise. Et c'est tout à fait compréhensible, je pense, pour les employeurs actuellement. Mais lorsqu'on nous dit, par exemple, quel est ton pire défaut, quelle est ta plus grande qualité, c'est ce genre de phrase qui peut nous amener à répondre toutes sortes de choses. Ou quand c'est dans d'autres considérations, des questions dont on n'est pas certain de connaître la réponse ou on hésite. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez à nous donner? Est-ce qu'il y a une phrase clé pour tenter de nous sortir du pétrin? Parce que je suis certain que ça nous est tous arrivé pour ceux qui nous regardent actuellement, puis moi-même, ça m'est déjà aussi arrivé, là. Bien, d'emblée, je vous rassurerai. Les employeurs ne sont pas méchants. Non. Ils cherchent à l'occasion à nous déstabiliser parce que vous et moi, en entrevue, on est habiles en communication. Sans être des experts, on est habiles. On pourrait dire à l'employeur ce qu'il veut bien entendre. Est-ce que tout serait véridique? Parce que des fois, on pourrait tirer un peu la vérité. Je confirme. Bon. Ça m'est arrivé. L'employeur peut chercher à approfondir ses questions, à nous dérouter dans ces questions pour voir qui on est vraiment. C'est primordial. Vous savez, l'employeur, derrière l'entrevue, il va prendre une décision à 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 Oui. Est-ce qu'il peut se tromper? Il n'y a pas vraiment le choix. Il n'y a pas de marge de manœuvre beaucoup, là. Non. Surtout que de former cette personne-là, ça lui coûte de l'argent aussi. Tout à fait. Le temps qu'il prend pour investir sur la recherche d'un employé aussi, d'un bon employé, c'est de l'argent et du temps d'investi pour lui, là. C'est pas une tâche facile nécessairement. La plupart des employeurs sont versés, sont spécialisés dans leur domaine de fabrication, dans le service qu'ils offrent à la population. Ça, c'est leur champ de bataille. Ils sont experts là-dedans. Mais la recherche de bons candidats, la sélection de bons candidats, c'est une spécialité en soi. Puis toutes les entreprises n'ont pas nécessairement des équipes pour occuper ces fonctions-là. Et là, on a plus beaucoup de temps, il nous reste 2 minutes, mais il y a quelque chose qui est intéressant parce que disponibilité d'ateliers spécifiques pour enrichir ses connaissances. Est-ce que, justement, on parlait tantôt de connaissance de soi? Oui. N'est-ce pas un bon moyen pour se connaître puis par la suite se servir de locomotive avec ça pour par la suite dénicher notre emploi de rêve, finalement? Bien, effectivement, vous avez raison. Le fait de se connaître va aussi cheminer dans le processus. Parce qu'on va apprendre des choses, on va être confronté à des difficultés, on va être obligé de faire des choix. Maintenant, au départ, ce que vous vouliez peut-être amener aussi, ce sont des ateliers qu'on offre pour accompagner les chercheurs d'emploi qui n'ont pas d'expérience en informatique aussi.
Vous savez, il arrive un certain niveau de clientèle qui n'en a pas eu besoin, tant mieux pour eux, mais là, on est confronté à une réalité. La recherche d'emploi, ça passe par l'informatique. Alors, ces gens-là, on va les accompagner, on va donner des ateliers spécifiques. Vous savez, rechercher un emploi et expédier sa candidature par cellulaire, ça représente un défi en soi. Aussi. On a des ateliers spécifiques aussi qui vont aider les gens à tirer des activités profitables de cette démarche-là. C'est intéressant et toute cette conversation, on peut en avoir un peu le résumé finalement et réponse à nos questionnements. Multiples plateformes, la façon la plus simple qui sera au bas de l'écran, mais je vous laisse la mentionner en terminant. Bien, les gens peuvent communiquer avec nous rapidement, facilement. 450-664-0711. Obtenir les informations qu'ils veulent. Participer à des rencontres d'information aussi, où on peut venir nous rencontrer en personne, discuter des besoins et voir si on est en mesure de répondre. Vous l'avez nommé tout à l'heure, service tout à fait gratuit pour accompagner la clientèle de plus de 40 ans, résident à Laval, en recherche d'emploi. Certainement. M. Claude Rivet, conseiller gestion et transition de carrière chez Médicare. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci, Alexandre. Je vous dis à bientôt. Oui, à la prochaine. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. C'est presque terminé. Le temps de vous dire que si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, c'est super simple pour les acheminer, notamment sur notre page Facebook de TVRL, tout aussi facile sur le tvrl.ca. Je veux saluer des gens qui travaillent dans cette émission, qui sont peut-être derrière les caméras, mais leur rôle, c'est tout aussi signifiant que le mien, vraiment, soit Daniel aux caméras et montage, Jacques aussi qui est là pour s'occuper des caméras, Yannick, il y a Alain à la réalisation et la précieuse Manon aussi à la recherche. Vous pouvez vous procurer vos cartes du Bingo TV Laval qui suit toujours cette émission le dimanche à 9h30. 3 500 $, dont 2 500 $ la carte pleine. Je vous souhaite une belle poursuite de long week-end, bonne action de grâce et on se dit à bientôt.